Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'Objectum. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je suis heureuse de vous accueillir cette fois-ci pour un épisode hors série. Dans Objectum, les objets sont mis à l'honneur dans une logique de valorisation de la seconde main et de revalorisation des objets de notre quotidien sur lesquels on ne porte peut-être plus assez notre attention. Ce sujet de la seconde main me tient particulièrement à cœur. Il s'inscrit dans une logique de consommation plus vertueuse et cette habitude de consommation prend de l'ampleur. Il y a 2 semaines, j'ai eu la chance de découvrir le restaurant Orgueil, situé rue Popincourt à Paris. Et quand on est commissaire-priseur, on développe des tocs, notamment quand on mange à l'extérieur. On ne peut pas s'empêcher de retourner les assiettes, les couverts, les verres en quête de signature ou de marque de manufacture. Et en le faisant chez Orgueil, je me suis aperçue qu'une large partie de la vaisselle était de seconde main. Cela m'a intéressée de voir cette démarche à l'échelle d'un restaurant bistronomique à succès. Et ça m'a donné une idée de sujet pour le podcast, mais en creusant, je me suis aperçue que la vaisselle de seconde main présente sur les tables de ce restaurant s'inscrivait dans une logique encore plus vaste et plus vertueuse pensée et voulue par les fondateurs d'Orgueil. Je suis donc allée à la rencontre du chef Éloi Spindler et je vous laisse découvrir cet entretien, plus informel que les autres formats d'épisodes. L'épisode a été enregistré directement au restaurant, donc pour les adeptes de l'ASMR, je vous laisserai donc vous délecter de quelques bruits de fond qu'il pourrait y avoir. Et vous allez le voir, si la seconde main à table constituait le point de départ de notre échange, nous avons évoqué de nombreux autres sujets. Nouveau management, identité visuelle, décoration intérieure, communication sur les réseaux sociaux ou encore les objets totems de nos professions. Merci encore à Éloi et son équipe pour leur accueil. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet échange. Bonjour Éloi, bienvenue dans Objectum. Donc en quelques mots, le podcast s'intéresse à la vie des objets dans une logique de réenchanter ce qui peuple notre quotidien. J'essaie de sensibiliser à la seconde main et encourager à des modes de consommation plus sobres, sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et en dînant dans ton restaurant il y a quelques semaines, j'ai été intriguée de voir justement de la vaisselle de seconde main. Mais en creusant, je me suis aperçue que c'était qu'un seul des nombreux engagements défendus chez Orgueil. Donc est-ce que tu peux commencer en nous parlant un peu plus en détail de tous ces engagements-là ? Yes, carrément. Déjà, merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Je trouve ça toujours très intéressant de parler du zéro déchet. En effet, c'est un truc un peu plus global. Nous, on est vraiment un resto zéro déchet. Moi, c'est un truc sur lequel je travaille depuis maintenant un peu plus de 6 ans. C'est parti en fait juste, je pense, d'un sentiment très empathique en sortant des toilettes où j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gaspillage et ça me faisait un petit peu mal au cœur. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis prêté à l'exercice et j'ai commencé à vouloir optimiser toujours plus. Au début, il y avait quand même aussi une fin pécuniaire, parce que bon, la seconde main et le zéro déchet, il y a une question d'économie aussi. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était vraiment un cercle vicieux parce qu'on a un restaurant qui est hyper rentable, de par le zéro déchet ou même les secondes mains qu'on choisit. On a un budget bien moins inférieur que les autres en vaisselle par exemple. Dans un restaurant de notre calibre, généralement les assiettes vont coûter entre 20 et 30 euros et nous, le prix moyen de l'assiette il est à 7 euros. Donc on choisit évidemment nos batailles. Typiquement là, les assiettes que tu as en face, les assiettes que tu as en face de toi qui sont chinées, puis ensuite marquées à l'encre d'or, c'est des assiettes qui nous ont coûté 50 euros pièce. Celles-ci elles sont plutôt à 25. Ça c'était à 18 mais c'est fait par un potier et en plus l'assiette a un double sens, c'est-à-dire qu'on peut très bien présenter l'assiette comme ça, qu'on peut la présenter comme ceci. Et donc tout le reste de ces assiettes qui sont elles des secondes mains, c'est des assiettes qui à la base avaient un défaut pour la grande distribution. Et donc tu as des zones de déstockage où ces assiettes sont vendues entre 2 et 4 euros. Et donc au début c'est vraiment à des fins... on a eu beaucoup d'assiettes au début, en fait c'est un restaurant qui, même s'il est je pense très joli, qu'on a ouvert avec des moyens assez limités. Et donc on a dû choisir nos batailles. Bon, il y a des batailles qu'on a gagnées qu'à moitié. Typiquement sur ce restaurant, on a fait fabriquer en Europe de l'Est toutes nos banquettes et toutes nos tables. On travaille avec des architectes, donc on veut quand même avoir une ambiance globale qui fonctionne. Typiquement, je ne m'amuserais pas à aller chiner des assiettes différentes des chaises différentes pour toutes les tables. Ça, c'est un truc qui est un peu plus technique. En revanche, sur la table, on peut faire un peu ce qu'on veut.
Mais il y a un truc sur lequel on peut pas trop avancer, on peut pas trop jouer, c'est les verres. Dans un restaurant, il y a quand même de la casse. Ah oui, c'est la salle où nous voulons en venir. Et on a aussi cherché du coup à acheter moins cher et à réfléchir notre approche sur la vaisselle. Quand à l'ouverture, on a ouvert avec un restaurant qui n'était pas totalement terminé, où il y a eu beaucoup de casse. Et on a, je pense, 500 € de vaisselle qui a été cassée sur le premier mois. Si c'est pas plus. Et je me suis dit, on va pas dépenser 500 balles, on va pas racheter 500 balles de vaisselle tous les mois, c'est aberrant. Et donc là, du coup, on en rachète à peu près 3 à 500 balles par trimestre. Donc là, on touche à un sujet intéressant puisque tu évoquais pas mal la décoration du restaurant. Et comment est-ce que cette décoration, elle a pu s'intégrer dans l'identité visuelle globale du restaurant d'Orgueil? Alors, nous, on a une approche qui a été très, on va dire, école de commerce, c'est-à-dire s'entourer de ceux qui nous inspiraient le plus. Moi, je l'avais pas à la base, c'est vraiment mes associés qui, eux, mes associés avec qui j'ai ouvert Orgueil en premier lieu, qui avaient cette vision très entrepreneuriale et qui donc on a donc fait le choix ensemble de choisir un super cabinet d'archi, un super studio de direction artistique, et on a établi du coup cet univers un peu ésotérique d'Orgueil avec nos idées qui avaient besoin d'être un peu structurées, leurs envies à elles, et ça a donné un résultat qui est plutôt sympa avec des allers-retours. Typiquement sur la fresque, on a eu un travail de longue haleine, on savait pas trop ce qu'on voulait faire au début, donc on a missionné notre cabinet de direction artistique qui avait fait vraiment un peu comme une bande dessinée qui était très chouette mais qui manquait un petit peu de vie. Du coup, ça a été repris ensuite par une peintre en lettres et ensuite posé par un vice-champion de France de peinture décorative qui est venu sublimer en fait certains détails de la fresque. J'allais justement te questionner sur les artistes, les artisans dont vous étiez entourés, notamment pour la fresque du plafond. Voilà, combien de personnes sont intervenues au final dans la décoration du restaurant? Ils sont 3 à avoir pensé la fresque, enfin même 4. Donc il y a une première base qui a été faite par Studio Avenir, donc, avec qui on travaille maintenant sur le deuxième restaurant qui arrive sur le groupe. Ensuite, pour que ça fonctionne dans l'ambiance créée par les architectes, donc Friedman et Versace, elles ont dit qu'il fallait peut-être l'aboutir un petit peu en allant un peu plus dans le détail. Donc là, on est passé par Elsa Blondeau, qui est donc une peintre, non pas une peintre en lettres, comment on appelle ça, aussi une peintre en lettres, qui en fait est venue redessiner et remettre un peu de vie dans cette fresque à la base. Et ensuite, c'est Eddy qui a imprimé du coup des papiers peints sur des mètres et des mètres, qui a dû poser ça de nuit 2 jours avant l'ouverture du resto. Et ça donne ça. Et vous avez développé, donc tu pointais un peu ça du doigt, mais un univers un peu ésotérique dans les motifs choisis notamment. Je pense par exemple au menu, qui a quand même une identité assez forte. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Carrément, le menu il est donc présenté sous forme de carte de tarot, chaque carte a un thème. En fait, c'est un peu ça qui permet d'exprimer le partage. Il y a vraiment des thématiques, donc ça permet aux clients en fait, de se retrouver. Quand on a voulu ouvrir le restaurant, on cherchait des marqueurs vraiment différenciants et le menu et l'expérience même de la présentation du menu en faisait partie. On a mis la barre très haut avec les cartes de tarot, on a eu du mal à trouver quelque chose d'aussi chouette pour Colère. On est assez content pour le coup de ce qui arrive. Et oui, en fait, on voulait déjà ce côté exclusif du speakeasy. Et donc ça a été une première porte. Moi je voulais vraiment marquer en fait les péchés les différents péchés qu'on avait travaillés d'une manière différente. Sur Orgueil, ça a été le lion qui a été choisi comme symbole, en même temps que le miroir, qui est à la fois au fond du restaurant et au niveau du bar. Donc ça c'est vraiment les 2 symboles d'Orgueil. Ensuite, ça a été le travail justement de Friedman et Versace de venir exprimer du coup ce côté ésotérique qu'ont tous les péchés, parce que bon, tout le monde connaît ces péchés capitaux et tout le monde a au moins un petit peu un intérêt ou une vague idée de comment il l'exprimerait, mais on ne voulait pas du tout tomber dans la facilité sur ces péchés qui sont vus et revus.
Et pourquoi avoir choisi donc comme idée de départ les 7 péchés capitaux comme fil conducteur justement pour développer un peu l'identité visuelle des différents restaurants? Ce que je voulais faire quand j'ai arrêté de travailler pour d'autres personnes, c'était ouvrir un restaurant autour du zéro déchet. Parce que j'étais persuadé que c'était un cercle vertueux et en fait et avoir une expérience client qui soit vraiment au top sans pour autant se prendre la tête façon étoilée, etc. Je voulais quelque chose de simple. Le plus important, c'est que le client soit satisfait, donc ça veut dire bon rapport qualité-prix, qualité dans l'assiette, ambiance chouette, service au top. Quand on a voulu ouvrir Orgueil, donc quand on a choisi les péchés, déjà c'était vraiment plus un prétexte parce que c'est toujours intéressant d'avoir, je pense, une thématique quand on ouvre un restaurant. Mais l'avantage des péchés, c'est qu'il y a quand même une thématique un peu abstraite. On peut faire un peu ce qu'on veut. Premier degré, second degré. Typiquement, on pourrait ouvrir une brasserie qui s'appelle Gourmandise, ou une pâtisserie qui s'appelle Gourmandise. Nous, c'est plutôt, on va plutôt faire des pieds de nez. Typiquement, moi, Gourmandise, j'aurais plutôt envie d'ouvrir un restaurant végétarien. Donc, quand Orgueil, j'avais déjà cette idée de double espace, donc avec une partie avec que des produits entiers qui rentrent dans le restaurant et ensuite utiliser les différentes parties d'un côté puis de l'autre ou de l'autre. C'est ça qui fait en fait que le zéro déchet intéressant, c'est qu'on évite en fait les manutentions extérieures. C'est nos équipes qui découpent le cochon, donc en plus ils apprennent des choses et ça les intéresse. Et ensuite c'est à nous de dispatcher et de travailler intelligemment nos menus pour que tout le monde s'y retrouve. Donc Orgueil bistrot de chef, l'idée c'est qu'on voulait commencer par l'orgueil parce que c'était un peu un pied de nez aux chefs qui ont un peu le melon. Là l'idée c'est vraiment de dire qu'on est fiers de nos équipes et de nos producteurs. Ça c'est le premier point. Le deuxième resto, donc Colère, ça part d'un sentiment un peu différent. Colère, on pourrait penser braise, feu, pimenté, etc. On voulait pas du tout évidemment partir là-dedans. Là l'idée c'est plus d'avoir un restaurant qui va ressembler à Orgueil. On va avoir un speakeasy, on va avoir une fresque au plafond, etc. Évidemment les matières seront différentes, traiteront un peu plus de la colère. Ici c'est du bois et du miroir, là-bas ça va être du bronze et de l'opusine certum pour le sol, pour ce côté un petit peu guerrier méditerranéen, Grèce antique, etc. Et colère parce qu'il y a quand même, le mot est fort, mais il y a une forme d'indignation en fait dans ce qu'on fait, où en fait là sur Orgueil on a ouvert un restaurant qui est rentable, où il fait bon vivre, où les gens se retrouvent et sont contents d'évoluer. Et on va un peu montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de recette magique, c'est du travail, de la compréhension, du management. Et on arrive à faire de belles choses. Et en fait l'idée de Colère, c'est que ce soit un restaurant à impact. Donc en fait on va reverser une partie de nos bénéfices à des associations. On va choisir une association avec son ambassadeur tous les trimestres, et en fait une partie de notre bénéfice ira directement vers cette asso. C'est évidemment à double sens, hein. Il y a un côté communication évidemment qui est évident, mais en même temps personne ne le fait, et pour le coup moi je fais des services à côté au Réfectorio, qui est un restaurant à Paris qui est sous la Madeleine, qui sert des repas à vue gastronomique à des personnes en précarité, en situation de précarité. Et j'avais vraiment envie de faire rentrer ce côté associatif dans le resto. On n'est pas un resto, on est là quand même pour. Si on veut continuer de se développer, de toute façon il faut des fonds, donc c'est pas non plus reverser tous les bénéfices ou monter une fondation, etc. L'idée c'est montrer qu'en fait en travaillant intelligemment, en respectant la planète, on peut quand même aider un petit peu l'autre. Ouais. Donc c'est vraiment ça l'approche qu'on a. Oui, et pour celles et ceux qui nous écoutent, donc Réfectorio, dont tu parlais, Éloi, ça a également été pensé avec une ambiance intérieure très travaillée, chaleureuse, et notamment des collaborations d'artistes, dont JR, qui a designé les assiettes en partant de photographies de mains ouvertes. Des assiettes que j'aime beaucoup, je crois qu'elles se vendent par ailleurs. Et pour en revenir à la discussion, la logique de ton approche, ça semble aussi d'être de rompre avec certains codes. Donc tant dans l'idée de casser l'image du restaurant guindé avec nappe blanche, que dans l'idée de penser une nouvelle forme de management. Donc j'avais envie d'en venir à ce point-là. Est-ce que cette rupture, elle a été pensée comme fil conducteur dans tes projets? Cette idée de casser avec un certain nombre de codes?
Alors, ce qui nous motive avant tout, c'est pas de faire différemment des autres, c'est de faire juste. Ça, c'est vraiment un truc. Je ferai quelque chose comme les autres si j'estime que c'est bien et qu'on peut et que c'est la bonne méthode. Mais par contre, pour moi, il faut avant tout que ce soit juste. Typiquement, on a complètement copié d'autres restaurants qui fonctionnent en 4 jours de travail, 3 jours de repos. Oui. Nos cuisiniers fonctionnent comme ça, sauf les chefs, enfin le chef et les plongeurs. Mais oui, il y a ce côté en fait, pour avoir beaucoup vécu en restauration, enfin pour avoir une carrière quand même qui date de 16 ans maintenant, quand tu fais des gros horaires, il y a le côté travail-passion que j'entends totalement. J'ai fait des semaines à 100 heures chez des chefs et ça m'a appris plein de choses, notamment le dépassement de soi. Mais le plus important, c'est que la personne en fait ait le choix de le faire ou non. Il y a des gens qui ont besoin d'un équilibre, de voir leurs copines, de voir leurs potes, etc. Donc, en termes de travail, on ne peut pas se permettre de faire des journées qu'on appelle continues, qui était un des premiers modèles qui a apparu quand il a fallu limiter les heures de la restauration. Donc à savoir une équipe du matin et une équipe du soir. Là, on perd toute cohésion d'équipe, et du coup, on ne veut absolument pas partir là-dessus. L'idée, c'est vraiment que tous les jours, en fait, il y a un décalage sur les jours de repos. Et en fait, l'équipe change très peu. Oui. Et il y a en fait un espèce de fil conducteur qui fait que tout le monde est à peu près au courant de ce qu'il fait dans la cuisine. Parce que sinon, ça ouvre la porte à non, c'est l'équipe du matin, non, c'est l'équipe du soir. Donc, je pense que tout le monde est intelligent, tout le monde a envie de bien faire, mais il faut aussi accompagner et pas non plus se tirer une balle dans le pied en pensant qu'on est entouré par des saints. On est des humains et parfois on cherche aussi la facilité. Donc, c'est à nous, managers et entrepreneurs, d'accompagner, d'aider les équipes à trouver des solutions, et je pense que c'est ça qui a été la plus vertueuse, parce que tout le monde est maintenant très content de bosser en effet une quarantaine on avait calculé, on a 42 heures à peu près par semaine si on compte les temps de pause, enfin en dehors des temps de pause. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, bon, t'as bossé comme un dingue pendant 4 jours, t'as une journée pour dormir et t'as 2 jours de repos. Et en fait, tu te retrouves avec en fait un week-end comme les autres. C'est différent parce que au lieu d'être assis devant un bureau, t'es debout toute la journée, donc c'est beaucoup plus physique. Donc t'as en effet besoin d'une journée de repos, et ensuite t'as ton week-end normal. Et là, c'est vrai que c'est une approche super intéressante, mais se préparer à être manager, c'est une vraie problématique centrale qu'on retrouve dans de nombreux métiers. Et là, je me permets en parallèle, notamment avec le métier de commissaire-priseur, où il y a beaucoup de jeunes diplômés qui entreprennent, très vite parfois après la sortie de diplôme. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que cet entrepreneuriat, c'est pas seulement par amour pour l'auto-entrepreneuriat, mais plutôt parfois par une forme de ras-le-bol de management toxique ou incohérent qu'ils ont expérimenté. Donc pour se former sur ce contact aux autres dans le monde de l'entreprise, et sur le rôle de manager, on voit qu'il y a rien d'inné ni de théorique à apprendre dans des livres. Donc je me demandais, est-ce que toi, toute cette volonté de développer un nouveau type de management et ta relation au management, est-ce que tu as appris ça à Ferrandi ou au contact de tes associés? Le management, c'est de la remise en question. Je pense que c'est difficile d'être préparé au management. Ce qui est important, c'est de voir pourquoi. C'est pas de voir ce qui est bien, parce qu'il n'y a pas juste de bonnes méthodes. Enfin, le management, c'est vraiment s'adapter à la personne en face de soi. Donc t'as certaines personnes qui vont avoir besoin que tu les pousses un petit peu plus, d'autres que tu leur laisses leur temps, d'autres que tu sois hyper pédagogue, d'autres que tu sois ferme. C'est vraiment l'intelligence sociale pour moi, le management. Et c'est pas mes associés qui m'ont appris ça. C'est pas l'école non plus. On a des cours de management à l'école, mais enfin, avec tout l'amour que j'ai pour Ferrandi, c'est un peu risible de faire des. 2 heures. En fait, il y a moi maintenant, je me fais vraiment coacher par 2 pros là-dessus pour être sûr d'être toujours performant sur mon approche et ma méthode. Parce que tout le monde est imparfait, et donc c'est hyper cool d'avoir un deuxième cerveau qui te permet de voir le problème différemment. En revanche, je me rends compte que ce que mes coachs m'expliquent, en fait, on en a parlé à l'école, mais soit ça résonnait creux parce que on n'avait pas envie de faire du management immédiatement, soit
soit en fait ça a été hyper parcellaire. Peut-être que j'écoutais pas en cours, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je pense que ça a résonné littéralement pour personne. Je me rappelle toujours des cours de management où les gens de la classe sortaient en disant putain, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on fait ici, ça sert à rien. Et ça, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cours d'enseignement qui paraissent hyper abstraits quand on les apprend trop tôt avant d'avoir été véritablement sur le terrain. Et surtout, quand on a envie de fédérer une équipe autour de valeurs, c'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien, avec des réajustements à faire. Donc toi, comment est-ce que tu as pu fédérer ton équipe autour des valeurs de l'entreprise? Et en fait, c'est pas si facile que ça de transmettre des valeurs. C'est pas si facile que ça de le faire de manière non rébarbative. Et ça a un coût pour la société. Donc c'est un juste équilibre. C'est un énorme travail de média training, non pas pour les médias, mais pour les équipes, de leur faire comprendre pourquoi on fait ça, en quoi c'est intelligent. Et moi, c'est un des trucs qui me passionne le plus pour le coup. Ouais, c'est faire comprendre le message et vraiment que la personne en face ne te dise pas oui parce que c'est comme ça, mais oui parce qu'il l'a assimilé, qu'il comprend. Ouais, donc effectivement, il y a l'idée vraiment que les valeurs soient assimilées. Et comme tu dis, pas pour, on va dire, suivre bêtement les ordres qu'on reçoit, mais vraiment pour s'intégrer dans l'entreprise et aussi comprendre ce qu'on fait. Et justement, vous, pour cette compréhension, notamment en communication externe, comment vous avez fait? Enfin voilà, comment mettre toutes les valeurs du restaurant en avant au sein de la communication? Parce que je suppose que ça a dû être un long cheminement. On a vraiment un rôle modèle en tant que chef sur la consommation. On ne peut pas se permettre de faire des pubs pour n'importe quelle marque, on ne peut pas se permettre de mettre en avant n'importe quel produit. Et un peu de jugement, mais en même temps, chacun fait ce qu'il veut et on est en France, faut pas déconner. Moi, je me retrouve vraiment pas là-dedans. Du coup, on a mis vraiment 6 mois avec mon équipe de production qui a grandi au fur et à mesure pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on voulait transmettre. Ça partait vraiment au départ de remplir le restaurant. Le restaurant a tout de suite très bien fonctionné, mais en fait il y a un tel gap entre avant et maintenant que je suis content de l'avoir fait. Le restaurant était rentable le premier mois. On avait une marge qui était, je pense, 5% au-dessus du marché. Donc en soi, tout allait très bien. Mais depuis qu'en fait, on communique sur les valeurs, qu'on arrive à en parler, qu'on crée une appétence pour ce qu'on fait, c'est plus 5 points de marge qu'on a gagné, c'est 15. Ouais. Donc c'est vraiment hyper chouette, c'est vertueux. Donc je sais pas si c'est un truc qui sera réplicable par d'autres. Mais en tout cas, sur le respect de consommation, oui, on peut déjà gagner 5 points, les 10 étant en fait le taux de remplissage. C'est vraiment le nerf de la guerre de la restauration. Et voici mon associé parfait qui rentre dans le restaurant. Bonjour. Il vient avec le petit déj pour les banquiers. Oh. Des nuggets McDo comme ça. Non. Vous enregistrez là ? Ouais. Ouais, il y aura un petit coucou. Je ferai si besoin. Ces points de marge ont été aussi gagnés grâce à Benoît qui est donc lui un profil plutôt conseiller en stratégie. Et donc on a... Je sais, t'inquiète, je passe mon... Alors lui il est avare de compliments, mais moi j'aurais pas lui montrer mon amour. Un peu l'impression de... c'est fuis-moi je te fuis. Suis-moi je te fuis. Puis là d'ailleurs ça fait aussi partie du management que de savoir complimenter ses équipes, de savoir les encourager, aussi dire quand les choses sont bien faites. Et justement, là, avec l'arrivée de Benoît, ton associé, ça montre l'importance centrale de bien s'accompagner, notamment en termes de conseils, de stratégie. Et là, ça m'amène à un autre point, mais tout cet aspect stratégique, tu as dû aussi le penser à travers tes différents médias. Donc, tu es sur TikTok, Instagram et YouTube. Voilà, c'est quoi, comment on pense une stratégie médias, réseaux sociaux? Avec une légère variation, tu arrives à avoir un contenu qui fonctionne plus ou moins sur les plateformes, sur les différentes plateformes. Et en fait, on a toujours une qui est en train de grandir. Oui. Donc tu vois, évidemment, l'algorithme te pousse un certain temps sur Insta, puis ça se calme un petit peu, puis il te pousse sur YouTube, puis ça se calme un petit peu, puis il te pousse sur TikTok. Et en fait, tu as toujours l'impression de progresser, donc c'est assez
Et est-ce que tu as déjà suffisamment de recul pour avoir des retours, et notamment tu parlais du fait qu'un chef a aussi cette responsabilité d'inciter à consommer mieux. Est-ce que tu as déjà eu pas mal de retours de gens qui te disent qu'ils se remettent à un peu plus cuisiner, à mieux choisir leurs produits, à faire attention à plus être sur des produits de saison, des produits frais? Je pense qu'au début, en fait, je pense que sur Instagram, tu t'es vraiment suivi par les gens qui ont une appétence, soit par ton humour, soit par tes valeurs. Mais c'est des gens qui sont déjà, en fait, ils viennent pour consommer ce qui leur plaît. Oui. Sur YouTube, il y a une espèce de... Tu vas sur YouTube pour consommer du contenu, et quand en plus c'est du contenu long, tu y vas pour prendre en fait tout ce qu'il y a dans la vidéo. Et donc en fait, quelqu'un qui vient voir la vidéo avec Pablo Mira il vient voir Pablo Mira, mais en même temps il apprend des trucs. Et en fait, t'as une quantité de commentaires positifs sur YouTube, et en fait moi ceux qui me font le plus plaisir, c'est ceux qui me disent c'est les petites photos que je reçois de on a testé le plat à la maison, c'est putain ça donne trop envie de retourner dans la cuisine alors que j'aime pas cuisiner, on savait pas trop vers où on allait quand on a créé cette chaîne YouTube. À la base c'était vraiment un outil de communication, et maintenant moi mon idée c'est de repousser un maximum les gens vers les cuisines, parce que justement il y a un cercle vertueux à cuisiner soi-même, à acheter des produits non transformés, c'est des vrais moments de partage. Là on est en train de travailler sur du contenu où en fait c'est juste des potes qui font à manger et rien d'autre, et donc il y a des blagues, et j'étais encore avec des potes hier soir, avec mes meilleurs potes hier soir qui me disent c'est quand la vidéo. C'est ça, puis il y a voilà, tu dois penser des contenus aussi pour t'amuser, pour que ce soit ludique, pour que ça montre aux gens qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau de dingue pour se remettre à cuisiner soi-même. Et ouais, donc comme tu le disais, il y a une forme de responsabilité accrue à créer du contenu, notamment sur des thématiques qui sont hyper importantes, des thématiques engagées en faveur de l'environnement, du mieux consommer. Et j'avais beaucoup aimé notamment le fait que tu fasses venir Camille Etienne, donc qui est activiste climatique, dans ton format de vidéo Finis ton assiette. Parce que c'est vrai qu'on peut pas dire n'importe quoi, ni maintenant prôner des valeurs qui seraient totalement déconnectées de la société et de ses enjeux. Donc il y a vraiment cette question de pourquoi est-ce qu'on se met sur les réseaux sociaux. Pourquoi on est sur les réseaux sociaux? Pour moi, soit on transmet des valeurs, soit c'est une forme d'égo trip. Oui. Donc évidemment, comme dirait Monsieur Edgar Rive, je dis pas ça pour me branler, mais je dois vous avouer que c'est quand même agréable. Non, mais avec plaisir. En fait, Edgar, si tu me regardes. Bon, vous l'aurez remarqué, mais cette citation d'Edgar Rive n'aura finalement pas servi de titre à l'épisode, contrairement à ce que j'ai annoncé à Éloi. Mais je lui décerne quand même la palme d'une de mes citations préférées, aux côtés de la classique Ça m'en touche une sans en faire bouger l'autre. On a une vidéo qui va sortir avec lui qui va être titanesque. J'adore ce mec. Non mais en fait, il faut comprendre. Je pense qu'il faut quand même prendre ses responsabilités quand on prend la parole. J'espère que les gens vont être de plus en plus intelligents et arrêter de regarder des gens qui font ça pour l'argent. Oui, il y a une rémunération. Moi, typiquement, je le partage volontiers. Les gars de YouTube m'ont dit que j'étais complètement cinglé. Je parle de l'équipe YouTube interne chez Google. Parce qu'en fait, beaucoup de YouTubeurs ou de créateurs de contenu se sont lancés un peu à leur compte, et puis ça a plu, et ils faisaient ça par hobby, puis c'est devenu leur métier, et ainsi de suite. Pas du tout. Moi, pas du tout. Moi, j'ai vendu mon appartement. J'ai pris 30 000 € de cette vente d'appartement. J'avais acheté très tôt, comme j'ai commencé à bosser à 13 ans, à 21 ans, j'avais déjà un petit pécule. Quand on est apprenti, c'est littéralement de l'argent de poche, donc j'ai un petit pécule de côté. J'ai vendu mon appart pour monter cette chaîne YouTube. Donc je me suis dit, j'ai 30 000 balles, il faut que cette chaîne fonctionne avant que les 30 000 balles soient. Et je pense qu'on va arriver à la rentabilité sur cette chaîne en juin. Mais oui, j'ai vraiment eu la vision entrepreneur, ok, combien ça me coûte, combien je peux dépenser. Heureusement, j'ai eu une équipe de prod qui a été extraordinaire et qui a accepté de faire des concessions au début aussi. Et c'est du coup hyper valorisant. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir créé une petite boîte autour de ça. Et une boîte uniquement basée sur communiquer des valeurs et faire rire les gens. Donc, faire rire, peut-être. Ah oui, faire rire, 100%. J'ai jamais eu la prétention de vouloir être humoriste, mais j'ai baigné dans l'univers YouTube depuis que je suis petit. Et en effet, retrouver cet humour, faire retrouver cette... Je pense que ça passe par là, en fait. C'est montrer, juste dire va faire à manger... soit tu fais une vidéo très dynamique comme tu vois sur TikTok, et en effet
c'est plus ou moins satisfaisant selon le talent qu'a la personne qui cuisine. Satisfying, on voit juste les gens. Soit c'est plus ou moins satisfaisant, soit en fait tu dis bon c'est trop cool. Le premier commentaire qui vient régulièrement c'est oh, ça a l'air trop bon, j'aurais jamais la foi de le faire. Ou je regarde la vidéo comme si j'allais le faire plus tard. Ouais, ça doit. Il y a quand même un taux de conversion entre les gens qui regardent et qui vraiment ensuite vont dans leur cuisine. Moi j'ose espérer qu'un jour on arrivera à trouver un format qui repoussera les gens. Il y a bien des. C'est bien en regardant des danseurs faire que les gens ont envie de faire la danse. Pourquoi ce serait différent que la cuisine? Mais ça, c'est un point hyper intéressant de se dire qu'effectivement, il y a des émissions qui peuvent susciter des vocations. Mais donc, c'est là que je trouve qu'il y a encore plus un enjeu et un intérêt à montrer l'envers du décor de nos métiers dans la manière dont on communique dessus, notamment de montrer les contraintes réelles d'un métier, pour pas tomber dans ce phénomène de starification, donc de certaines professions qu'on peut retrouver à travers les émissions, que ce soit en cuisine ou le domaine des ventes aux enchères, où c'est vrai qu'on peut ne pas voir les contraintes réelles du métier et tout le travail que ça demande à travers ces émissions-là. Mais oui, à la fois, en étant né dans les années 90, on a grandi avec les réseaux, on a peut-être plus facilement la volonté de décloisonner et de communiquer par leur biais, notamment sur nos environnements professionnels. Mais le tout, c'est de savoir comment le faire. Et ouais, ça, c'est une question que je me pose encore. Mais Objectum, le point de départ, c'était de me dire ok, je veux pas parler des records à plusieurs chiffres, ou du moins centrer le propos sur ça, ni tomber dans le côté trop glamour du métier, mais vraiment me concentrer sur les objets du quotidien. Et là, d'ailleurs, ça fait une petite transition. Mais en parlant d'objets, est-ce que toi, il y en a un qui compte particulièrement pour toi? Tous les souvenirs que j'ai en restauration sont un peu dus à ces couteaux. Mon premier apprentissage qui n'avait pas été facile, mon premier poste de chef, mon poste, la période où j'ai passé les meilleures années de ma vie à Plancha, c'est une des meilleures périodes de ma vie. Mon apprentissage, même le lancement de la chaîne YouTube avec le harnais qui est devenu en fait partie prenante. Ces objets en fait que tu utilises au quotidien en cuisine pour moi ont une vraie valeur sentimentale. Oui. Et en même temps, typiquement ce couteau d'apprentissage dont je te parlais, je l'ai perdu il y a quelques temps sur un événement. J'ai racheté le même et dans ma tête c'est le même. Je me demandais comment tu perdais un couteau, mais sur un événement. Ouais, sur un événement, tu l'oublies. Mais là je peux plus le perdre avec le harnais, c'est l'avantage. Ouais, maintenant avec le harnais c'est bon. Tu parlais du couteau et ça rejoint un peu la prochaine question. Je me demandais s'il y avait. Je sais que les sommeliers en fin d'études ils reçoivent un test vin. Nous les commissaires priseurs c'est un test vin. J'ai lu des écoles de sommellerie. Je sais même pas ce que c'est un test vin. J'ai entendu ce mot, mais. Écoute l'épisode d'Objectum sur le test vin. mais non, donc il y a des métiers comme ça où la fin des études est marquée par un objet un peu emblématique, le marteau chez les commissaires priseurs, le test vin du coup chez les sommeliers. Je sais toujours pas ce que tu veux pas me l'expliquer. Promis, j'irai écouter le podcast. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a deux types de test vin. Il y a le test vin bordelais, le test vin bourguignon. Et le test vin, donc ça vient vraiment du terme tâter le vin, donc c'est le goûter, mais aussi ce qui est intéressant c'est que c'est sculpté, donc c'est un bel objet en soi, c'est principalement en argent, il y en a aussi en étain, en métal argenté, on a en céramique, en verre, et il y a des très beaux modèles du XVIe siècle déjà, c'est utilisé depuis longtemps, et en fait ce qui est sur les modèles notamment en argent, ils vont être sculptés justement pour qu'il y ait des effets de relief et que le vin puisse vraiment venir se nicher dans ces reliefs. Oh, c'est ça un test vin. Voilà. Et on voit bien les couleurs, on voit encore mieux la couleur. Bien sûr. Et donc j'en parlais justement avec un collègue Eric Dugardin qui est sommelier et qui est aussi expert en vin pour les ventes aux enchères. Et Eric justement il m'expliquait, donc lui il a une approche géosensorielle de la dégustation, donc vraiment par la dégustation, comprendre le terroir dans lequel le vin a été produit. Et donc il me disait que le test vin était encore plus intéressant pour ça parce qu'avant de vraiment le déguster, on peut le regarder, donc on peut regarder le vin dans le test vin, le sentir, donc c'est vraiment ce petit objet qui va servir à apprécier toutes les saveurs avant la dégustation en bouche. Okay. Donc voilà. C'est un très joli mot géosensoriel. Oui, j'aime beaucoup. C'est un très très joli mot. Aussi.
si tu veux faire une vidéo avec Eric sur l'approche géosensorielle, on en a fait une avec un nez, Marlène. Oui, je trouvais ça génial. Ouais, qui était chouette. Cette vidéo. Vas-y, si tu veux nous mettre en relation, avec plaisir. Et Eric, j'en profite pour le dire, mais donc là il est bientôt en retraite, mais il a créé le compte Le Secret des Bouteilles avec son fils Hugo. Et il communique énormément dessus. C'est trop chouette. Voilà, donc Eric c'est quelqu'un un vrai passionné, donc lui il me disait qu'il y avait une dizaine de tests vins chez lui. Et du coup, je trouve ça toujours chouette des métiers comme ça qui ont un objet un peu emblématique. Nous, les marteaux, c'est pareil, c'est un peu notre dada, on peut se faire des petits kiffs sur la manière de designer aussi. Donc je sais pas, toi, c'était les couteaux dans ton métier. Est-ce que c'est un cadeau que tu reçois spécifiquement à la fin des études ou c'est plus... Non, alors tu dois t'acheter tout le monde a un peu un avis, les cuisiniers ont tous un peu un avis sur les couteaux. Typiquement, on a une mallette à acheter quand tu rentres en école de cuisine, pour cuisiner correctement. C'est rarement des couteaux qui te font toute ta carrière. Parce que et en fait ce qui est à la fois malin et pas très malin, parce que du coup c'est quand même un vrai budget, hein. Une mallette à couteau c'est alors je te parlais à l'époque, c'était entre 80 et 300 balles. Je pense que maintenant c'est entre 250 et 500, hein. Parce que typiquement tu vois le couteau dont je t'ai parlé que j'ai perdu et que j'ai racheté, je l'avais acheté 26 € à l'époque et là je l'ai acheté 70. D'accord, ouais. Donc, le même modèle. Ouais. Je sais pas pourquoi je me rappelais du prix, mais... Et en fait, tout le monde a un peu son avis. Il y en a qui vont travailler qu'avec. C'est moins dans l'air du temps de travailler avec des couteaux à 3 balles de chez d'une marque dans le 13e arrondissement, dont on taira le nom. Mais c'est d'une efficacité qui est bluffante parce que c'est facile à aiguiser. C'est un métal qui est hyper souple, donc facile à aiguiser. Ça coupe très bien. C'est toujours l'angle d'inclinaison donc, qui prime. On peut rendre coupant du bois, quoi. Bon, non, c'est pas du bois, quelque chose d'un peu plus riche. Non mais c'est pas pour rien qu'il y a des couteaux en céramique, tu vois. Oui. Donc je pense que tout le monde a un peu son avis là-dessus. Il y en a qui préfèrent acheter des couteaux très très chers et les entretenir tous les jours. Moi je choisis la solidité pour avoir une régularité sans que ça me prenne trop de temps. Ok, ouais. Voilà, on a à peu près l'équivalent. Et comme ça, tu connais le test vin. Non mais trop bien. Mais ouais, donc c'est vrai que c'est chouette. Et il y a aussi une personnalisation, comme le marteau, de couteau, tu peux t'amuser, ou toi c'est plus le harnais. Ah ouais, carrément, moi j'ai des couteaux sur mesure, moi. Ah, trop bien. J'ai des couteaux sur mesure que j'ai fait, qui je pense existent en plus dans le commerce, hein, mais c'est juste que j'ai rencontré un coutelier qui est hyper doué, qui a fait l'école Boulle, qui s'appelle Honoré. Ah, ok. Honoré Guillain. Pas du tout qu'il y avait des couteliers qui sortaient de l'école Boulle. Je crois que c'est lui. Alors si tu veux, pas une spécialité alors, couteau. Honoré, je t'aime, hein, mais tu es fou. Le mec forgeait ses premiers couteaux à 13 ans, dans la cave de ses parents. Il avait du matos, mais de dingo. Et c'est devenu sa spécialisation. Okay. Il a fait l'école Boulle, mais plutôt en tant que tourneur. Et à côté, en fait, il a utilisé tout ce qu'il savait, tout ce qu'il a appris. Ensuite, sur ses couteaux. Et là, c'est 2 ans d'attente pour avoir un de ses couteaux. Ah oui. Ouais. T'as réussi à en avoir. À l'époque, il n'était pas connu. Maintenant, je l'ai croisé dans le TGV l'autre jour. Et il m'a demandé, je lui ai demandé si je voulais refaire un couteau, genre pour offrir un de mes cuisiniers, parce que moi je sais ce qu'il faut. Il m'a dit, pas de problème, 2 ans d'attente. On va laisser tomber. Et même ceux qui sont, parce qu'il allait à un salon ou à un concours, je sais plus. Il me disait, ah non, mais ça c'est vendu depuis longtemps, ça. Oui, d'accord. Bon. Après, c'est le point commun des passionnés, là, que tu dises qu'il ait commencé à 13 ans. Ah, c'est un malade. T'imagines? Mais c'est génial. Ouais. Non mais, tu vois, moi je trouvais, tous mes potes me trouvent déjà cinglé d'avoir commencé à bosser à 13 ans et ils me disaient qu'ils jouaient avec, j'allais dire des cartes Pokémon, Pokéboomer. Qu'ils étaient en pleine puberté et que moi j'étais en cuisine. Enfin, moi j'étais en cuisine, lui il était en train de forger des couteaux. Mais d'ailleurs, merci parce que c'est un nom que je note, pourquoi pas, pour un prochain épisode. Vu que c'est vrai que c'est toujours assez dingue de voir des gens qui, hyper jeunes, entrent dans des métiers avec un savoir-faire de dingue, et qui parfois, ils les ont appris ces savoir-faire un peu tout seuls sur le tas, en étant déjà très jeunes. Donc merci, j'irai creuser le sujet justement de ces couteaux. Et là, on arrive vers la fin de l'entretien, et j'aimerais bien finir un peu avec la question signature. Donc Éloi, quand je te parle de vente aux enchères, qu'est-ce que ça t'évoque ? Pas mal de choses. Bon, déjà, il y a une question artistique. Il y a une question de valeur, d'objets un peu uniques. Il y a une question d'expertise aussi. Tout ce
Ouais, c'est vraiment ce côté unique et expertise qui me vient en tête. Je pense que c'est impossible d'être expert dans tous les milieux, que ce soit de l'art ou même des objets. Il y a mon oncle qui m'a envoyé la vente aux enchères il y a quelques temps d'une riche propriétaire terrienne à Chalon-sur-Saône en Bourgogne, dont je suis originaire, qui avait des livres de cuisine mais qui étaient lunaires. Et en fait je regardais les livres et il y avait des livres qui valaient, je sais pas, 300-400 euros. J'en avais jamais entendu parler. Oui, mon père aime beaucoup les livres anciens et chez nous on a des livres de Escoffier, mais du coup c'est sympa vu que c'est vraiment le truc aussi de se dire que ça a dû être dans une cuisine à une autre époque. Alors tu je te dis, je me suis jamais projeté comme ça. Ah oui. Ah ouais, franchement. Moi c'est vraiment l'objet est beau, je le prends. C'est pas genre, il a peut-être été tenu par César. Ciao. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de vente aux enchères à des personnes qui peut-être parfois sont pas familières au milieu, il y a toujours d'abord cette idée de l'image de très showman, d'être au marteau ou l'émission de France 2 qui ressort beaucoup. Et c'est vrai que non, c'est intéressant. Vraiment, l'humain vit que pour le show, c'est fou. Hein. Oui, mais oui. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça donne encore plus envie de prendre la parole pour communiquer. Quand effectivement on voit des moyens de communiquer, on se dit mais c'est dommage, tous les éléments sont pas là. Mais je vois pour la faire conclure, pour pas la citer, il y a quelques années, moi ce qui m'a donné envie de faire ça quand j'étais au collège, c'était l'émission Un trésor dans votre maison, entre autres. Et ça c'était beaucoup plus fidèle parce qu'ils se rendaient sur place pour faire l'inventaire dans la première partie de l'émission. Deuxième partie, c'était vendu dans une vraie vente aux enchères avec du public, des gens qui suivent en live. Et pas 5 acheteurs professionnels. Et après, t'as le modèle américain où ils sont les gros cadenas. Et quel régal. Sécession. Avec les mauvais doublages. Voilà, c'est ce qu'on aime. Mais voilà, donc en tout cas, merci pour ton mot, parce que c'est vrai qu'il y a rarement ce côté expertise qui ressort dans l'image des ventes aux enchères. Et donc, je vais conclure en te demandant de nous partager les endroits sur lesquels on peut te suivre. Pas dans la rue, s'il vous plaît. J'ai volé cette blague à Pablo. Pas dans la rue. Ça va, c'est une bonne référence. Faut venir au restaurant déjà. Oui, et justement, Colère, est-ce que tu as déjà une date d'ouverture? Ouais, on ouvre en septembre. Ok, d'accord. Septembre, ce sera au 3941 rue Richer. D'accord. Dans le 9e arrondissement, plein centre de Paris. Donc, Et vous avez envie de rester sur Paris ou pour l'instant, oui. Sur les quelques prochains restaurants, oui. Ok, oui. C'est très énergivore pour un chef d'entreprise en fait, de partir dans des villes à droite à gauche ou alors faire des franchises. Et ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on veut donner. On reste à Paris pour l'instant, c'est très bien, il y a de la place. Voilà, donc rue Popincourt pour l'instant et bientôt rue Richer. Exactement. Et super, en tout cas merci beaucoup de nous avoir reçus avec Charlotte. Un plaisir. Voilà, je dis merci Charlotte. Je vous écoute, mais Charlotte a pris des photos qui seront disponibles et donc l'idée c'est d'avoir un audio et d'avoir également une retranscription pour ceux qui préfèrent plutôt les versions texte avec les photos de Charlotte, donc trop bien. Pour qu'ils puissent se faire une idée de ce dont on a parlé. Donc effectivement, je vous invite à ne pas suivre Éloi dans la rue, mais pour le retrouver, vous pouvez vous rendre sur Instagram, TikTok et YouTube sous le nom Éloi Spindler. Et vous pouvez aussi vous abonner à la page du restaurant Orgueil à Paris. Mais surtout, rendez-vous rue Popincourt dans le 11e pour le découvrir. Et le restaurant Colère ouvrira quant à lui en septembre, rue Richer dans le 9e. Alors soyez au rendez-vous. J'espère que ce format hors-série vous a plu. Le podcast grandit grâce à vous, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et remarques et à le partager autour de vous.